Bonjour Simon, Bonjour. contente de te revoir et merci de nous accorder un petit moment d'échange. Peut-être juste pour te situer, on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans et demi, si je me souviens bien, Oui. aux États-Unis, au Center for Mindfulness de l'Université de Massachusetts, près de Boston. Et donc j'étais très heureuse de te rencontrer à ce moment-là, et puis qu'on puisse rester en contact à travers les océans. Et donc, tu es professeur dans le département d'éducation et de pédagogie à l'Université du Québec à Montréal. Et tu diriges aussi un groupe de recherche sur la pleine conscience, la présence attentive. Tu es donc aussi formé comme instructeur de pleine conscience, instructeur MBSR, et tu formes des instructeurs au sein de l'université. Alors, je sais que tu es très intéressé par toute une série de processus mentaux, émotionnels, la manière dont on s'adapte aussi dans les situations qui nous mettent au défi. Puis là, on est vraiment au cœur, depuis plusieurs mois, d'une situation difficile avec la pandémie, le confinement, et puis aussi la durée de cela. Et je remarquais récemment là, une sorte un peu de fatigue par rapport à ce qui semble être un marathon, sans avoir connaissance au préalable de la durée du marathon. Et on voit bien comme vraiment au niveau mondial, on est pour la plupart d'entre nous grandement impactés à différents égards. Ça peut être déjà au niveau émotionnel, face à l'incertitude, il peut y avoir aussi de la peur, un sentiment d'être menacé dans sa santé, dans sa vie, d'être aussi confronté à la maladie, alors pour certains nous-mêmes, pour d'autres confrontés à la maladie des proches et aussi la perte de proches. Des personnes pour qui l'activité professionnelle est menacée ou a été perdue. Des tensions familiales qui peuvent surgir aussi parfois liées à cette situation de confinement dans laquelle certains ont été ou se trouvent encore. Donc on voit qu'on est quand même très très bousculé, pour le dire quasi avec un euphémisme, par cette situation. Et dans ce type de situation, quand on est mis en difficulté, on peut avoir de manière très naturelle comme élan celui de se protéger. Certains processus se mettent à l'œuvre pour nous protéger nous-mêmes, et puis certains nous aident, et puis parfois certains, en particulier lorsqu'ils durent, peuvent nous desservir et réduire notre capacité d'adaptation. Donc si ça te va, je serais intéressée peut-être qu'on puisse un peu échanger à ce sujet à partir de ton domaine de recherche, d'expertise, d'études, et peut-être voir comment est-ce qu'on peut identifier certains de ces processus-là. Mhm, mhm. Ouais, ben en fait, tu- je pense qu'on le sait depuis un certain temps hein, qu'il y a certaines situations qui sont plus stressantes que d'autres. Ces situations-là vont souvent comporter certaines caractéristiques communes, c'est-à-dire des situations qui, entre autres, sont imprévisibles, des situations sur lesquelles on a très peu de contrôle, des situations qui sont nouvelles. Donc, toutes ces situations à laquelle tu faisais allusion, la perte de notre cher, la maladie, la perte d'un emploi, euh, comportent ces caractéristiques-là. Donc, je pense que effectivement, il faut souligner qu'on est dans une situation qui est très particulière, qui est très difficile. Euh, les directives de la santé publique changent constamment. Il y a des préoccupations par rapport à nos emplois, par rapport aux enfants, etc. Donc, je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait cette détresse. Et c'est vrai aussi que lorsqu'on fait face à cette détresse-là, on va mettre en place toutes sortes de mécanismes de défense, des mécanismes qui sont tout à fait normaux. Et un de ces mécanismes-là, c'est l'évitement expérientiel. C'est un terme un petit peu technique, mais qui, dans le fond, est tout simple. C'est essentiellement ces stratégies qui visent à éviter ou à mettre sous le tapis des expériences qui sont difficiles. Donc, ça peut être des émotions comme la peur, l'anxiété, l'angoisse, mais ça peut aussi être des pensées qui sont
délétère? Est-ce que je vais m'en sortir? Quand est-ce que ça va finir? Est-ce que je vais passer au travers? Et, et donc, ces stratégies-là, d'une part, certaines vont être très explicites, vont être observables. Boire est une stratégie d'évitement expérientiel. Écouter des séries à répétition sur Netflix peut être une forme d'évitement expérientiel, tout comme le travail peut être une forme d'évitement expérientiel. C'est-à-dire que je peux me surinvestir dans le travail pour ne pas être en contact avec quelque chose qui est difficile. Donc encore là, c'est un processus qui est tout à fait normal et qui est, j'ai envie de dire, adaptatif à bien des égards. Là où ça devient peut-être un petit peu plus problématique, c'est lorsque l'évitement expérientiel devient la seule réponse face à la détresse, face à la souffrance. Dit autrement, lorsque à chaque fois qu'on est confronté à ces affects ou à ces pensées difficiles, notre seul réflexe est de mettre tout ça sur le tapis. Et souvent, ça va se faire de manière très inconsciente, c'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement conscience de ça, mais c'est un réflexe qui nous vient tout naturellement. Ouais. C'est très délicat parce que je trouve que c'est difficile ou délicat de pouvoir discerner le moment où, oups, ça glisse entre guillemets sur la mauvaise pente et ça nous dessert. Parce qu'il y a quelque chose de tellement légitime au fond à chercher du réconfort dans des situations difficiles. Et en t'entendant, il m'a semblé entendre quelque chose de l'ordre de l'exclusivité. Lorsque exclusivement je n'ai plus que cette stratégie qui me coupe, alors ça peut être problématique. Voilà, voilà. Et quand on regarde certaines pathologies, je pense entre autres aux gens qui luttent avec des problèmes de consommation ou encore des gens qui ont des troubles anxieux, ce qu'on se rend compte, c'est que les comportements d'évitement vont prendre beaucoup plus de place. Et le danger de l'évitement expérientiel utilisé à outrance est le suivant, c'est que toute cette énergie finalement qui est mise à aller mieux ou à cacher ce qui est difficile, ben, c'est de l'énergie qui n'est pas mise finalement à faire vivre des valeurs qui sont importantes pour nous. Un petit peu comme si toute l'énergie allait à un endroit et on perdait de vue finalement ce qui est important, ce qui donne un sens à notre vie. Donc, encore là, je vais insister là-dessus parce que c'est vraiment, encore là, il y a quelque chose de très naturel. On fait tous de l'évitement expérientiel, puis dans plusieurs contextes, c'est même salutaire de le faire. Là où effectivement, il faut faire peut-être un petit peu plus attention, c'est lorsque ces stratégies-là sont utilisées de manière beaucoup plus systématique. D'accord. Alors j'ai une petite question, Simon. Tu nommais certains comportements qui peuvent être visibles, donc peut-être plus facilement repérables. Ça me fait penser à toutes les problématiques de dépendance lorsque c'est poussé à l'extrême. Est-ce qu'il y a d'autres processus qui seraient peut-être plus, entre guillemets, sournois ou moins détectables et qui pourtant participent à ce phénomène de l'évitement expérientiel, éviter d'être au contact de l'inconfort? Mm-hmm. Ben, peut-être deux choses à nommer par rapport à ça, c'est-à-dire que l'évitement parfois va être visible, parfois non, c'est-à-dire que il y a de l'évitement qui peut se faire entre les deux oreilles, tiens, je vais dire comme ça. Se forcer à voir les choses de manière positive peut être une forme d'évitement expérientiel. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des comportements qui sont socialement acceptables, dont la fonction consiste à éviter certaines émotions difficiles. Alors, je donnais l'exemple du travail. De manière générale, quelqu'un qui travaille fort, ben, c'est socialement bien vu, mais on peut travailler pour ne pas être en contact avec quelque chose. De la même façon, je peux courir le soir de manière systématique après le travail, non pas parce que la santé fait partie de mes valeurs, mais parce que je fuis une anxiété, un conflit, etc. Donc, en ce sens-là, c'est pas tant la nature du comportement qui est importante, mais véritablement sa fonction.
D'accord. Un même comportement peut avoir des fonctions différentes. Oui, oui, ça me semble très clair ce que tu exprimes là. Du coup, qu'est-ce qui peut nous aider à développer un petit peu de discernement? Ouais. Le premier ressenti, ça peut être ah, soulagement. Et parfois, même quand ça devient systématique, on n'a même plus nécessairement conscience, enfin, me semble-t-il, qu'il y a un évitement. Qu'est-ce qui peut nous aider à développer du discernement, plus de clarté? Ouais, c'est une très bonne question, Gwenola. Je pense que le véritable défi, c'est d'attraper l'évitement au vol. Je vais le dire comme ça, c'est-à-dire reconnaître dans l'action ou au quotidien ces moments où on est investi finalement dans ce genre de comportement. Ce qui fonctionne plutôt bien sur le plan de l'intervention, c'est une stratégie qu'on utilise dans certains des protocoles qu'on teste. C'est des aides-mémoires. Donc, on va demander, par exemple, aux participants de simplement coller un petit quelque chose derrière leur téléphone cellulaire ou de porter un bracelet de couleur. Et cette aide-mémoire devient un rappel. Ah, OK, en ce moment, est-ce que je suis plutôt dans l'évitement? Est-ce que je suis investi dans un comportement d'évitement? Ou, à l'inverse, est-ce que je suis davantage investi dans un comportement qui contribue à enrichir ma vie? Mmh. Parce que Ouais. c'est un petit peu ça aussi le problème avec l'évitement, c'est que notre répertoire comportemental finit par se rétrécir. On Mmh. fait face aux difficultés toujours de la même façon. Oui. Alors, c'est très aidant ce que tu expliques là. Donc ici, on a abordé au fond les processus qui sont à l'œuvre, la raison pour laquelle ils se mettent, en place. Comment pouvoir alors on peut faire appel à des petits mémos, des petits moyens là comme tu expliques pour, nous aider à nous souvenir au fond de nous questionner. Dans quoi est-ce que je m'engage là maintenant? Et je dirais un élément qui me semble aussi, important, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à, au fond, tolérer l'inconfort, hein, être au Mhm. contact de ce qu'habituellement ou de manière parfois très automatique, on cherche à éviter. Mhm. Ouais, ben, en fait, l'antidote, d'une certaine façon, à l'évitement, c'est l'acceptation, c'est l'accueil. C'est finalement de partir à la rencontre de ce qui est là sans défense. Mmh. Ce qui est pas une chose simple à Mmh. faire et ce qui ne peut pas, en tout cas selon ma propre expérience, être expliqué de manière didactique, quelque chose de très expérientiel. C'est-à-dire que à travers des métaphores, à travers des exercices contemplatifs, comme la méditation par exemple, on peut aider les gens à faire juste un petit peu plus de place, finalement, à cet inconfort, Mmh. à ces peurs, à ces craintes par rapport à l'avenir, par rapport au COVID, etc. Donc, Mmh. les amener, comme tu dis, à euh, tolérer un petit peu plus cet inconfort. Mmh. Ouais. Mmh. Alors tu parlais aussi, si j'ai peut-être encore une question ici, Simon. Tu parlais tout à l'heure des valeurs. Est-ce que tu pourrais donner un exemple? Parce qu'en t'entendant, je me dis: «Tiens, peut-être que aussi nous souvenir de nos valeurs, à quoi contribuent nos comportements, peut nous aider, ou peut être une sorte de soutien au fait de consentir à vivre ces émotions désagréables ou ces pensées désagréables-là». Mhm, mhm. Ouais, ben en fait, les valeurs jouent un rôle assez important dans certaines thérapies comportementales et cognitives de troisième vague. Je pense entre autres à la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est un petit peu le point de fuite. Mmh. Tout est pensé, réfléchi de manière à amener les gens à marcher en direction de leurs valeurs. Mmh. Donc, en ce sens-là, l'idée n'est pas véritablement de se sentir mieux, mais de vivre mieux. Et ce que Mmh. vivre mieux veut dire, c'est euh, agir au quotidien en fonction de ce qui fait sens pour nous. Donc, une Mmh. valeur, ça peut être un bon père, une bonne mère de famille, ça peut être l'environnement, ça peut être différentes choses. Il y a peut-être une distinction importante ici à faire entre une valeur et un objectif. Un objectif étant quelque chose qu'on peut cocher, puis une fois que c'est fait,
on passe à autre chose. Mhm. Une valeur, c'est beaucoup plus une direction dans laquelle on décide de marcher. Mhm. On décide de marcher vers le nord, mais on n'atteint jamais véritablement le Oui. nord. On décide d'être un bon père de famille, mais on ne se lève pas un matin en se disant, ben voici, c'est fait, je suis un bon père de famille, je peux passer à autre chose. Tu vois? Donc, c'est vraiment, euh, on dirige nos actions dans une direction particulière. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Est-ce que, pour conclure, il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter qui peut-être relie les différentes facettes qu'on vient d'aborder et peut-être plus spécifiquement même en lien avec cette situation très particulière dans laquelle nous sommes, pour la plupart d'entre nous à l'international, avec la situation sanitaire? Mhm, mhm. Ouais, ben peut-être très, très rapidement, euh, parler de toute l'importance du soutien social, de la parole, du dialogue. Le soutien social peut être une manière très puissante justement de euh, accueillir ce qui est là, parce que du moment où je nomme quelque chose de difficile, déjà je le reconnais, Mm. puis je lui fais un petit peu plus de place. Donc, je pense qu'on a encore la possibilité d'aller marcher avec un ami dans un parc, discuter. On a encore la possibilité de se parler via Zoom. Donc, ça, je pense que c'est important. Mm. Et l'écriture peut être une bonne façon aussi euh, de se distancer un petit peu de ce que l'on vit, de lui faire un petit peu plus de place, de le reconnaître. Donc, finalement, ce sont des moyens tout simples qui Mhm. peuvent nous aider à peut-être mieux naviguer à travers cette situation un petit peu difficile qu'on vit. Mm. Merci beaucoup, Simon. Ça me fait Merci plaisir. pour cet échange et tous les éclairages que tu nous as offerts ici. Ça me fait plaisir, Gwenola. À très bientôt. Au revoir. Merci.